Bonjour à tous, donc bienvenue. On va vous parler aujourd'hui d'une conférence portée par le Club Vieux-Bois et le CNDB. Donc on va parler d'un sujet très d'actualité, le bois et les biosourcés au service des réalisations bas carbone. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants, donc 3 professionnels, en commençant par Jean-Marc Pogé, expert construction bois au CNDB. Ensuite, Virginie Govorov-Regnault, architecte en maîtrise d'œuvre au sein de l'agence d'architecture ARC du pôle ingénierie de RATP Infrastructure. Et ensuite, on terminera par l'intervention de Stéphane Cochet, architecte et membre du club Vieux-Bois au sein de l'agence A003 Architecte. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, qui va nous présenter justement cette structure qui co-organise la conférence. Merci Amandine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette conférence sur l'usage du bois dans le cadre des réalisations bas carbone. Comme le disait Amandine, donc sujet éminemment d'actualité. Donc le CNDB, c'est le Comité national pour le développement du bois, une association loi 1901 créée il y a un peu plus de 30 ans pour promouvoir et accompagner l'usage du bois en conception et en construction auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Nous avons 4 pôles de compétences au sein du CNDB, donc un pôle formation avec des formations que nous dispensons toujours auprès des acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Nous avons également un pôle information, promotion, communication. Donc l'information, c'est notre fameux centre de ressources, notre site cndb.org, où vous retrouvez pas mal de documents techniques qui sont mis à votre disposition pour concevoir et construire en bois. Le pôle promotion et communication avec la coordination et l'accompagnement des campagnes de communication professionnelle grand public. Et du coup, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouverons dans le cadre du club Oui au Bois aujourd'hui, que nous coordonnons depuis plus de 10 ans. Et puis enfin, l'accompagnement. Donc nous accompagnons les organisations professionnelles de la filière forêt-bois française à mener des actions de prescription, de promotion, des événements aussi auprès de ces cibles professionnelles et grand public. Nous avons lancé il y a quelques semaines les ateliers du CNDB, une offre totalement inédite, donc qui se compose de 4 abonnements annuels, qui courront tout le mois, toute l'année 2022, donc du 1er janvier au 31 décembre, avec des abonnements qui vous permettent en fait de la formule découverte à la formule équipe, de bénéficier de plusieurs, je dirais, socles. Donc tout d'abord les demi-journées d'information qui vont des essentiels de la construction bois, à savoir les informations fondamentales, les outils fondamentaux pour construire et concevoir en bois, aux enjeux de la RE 2020 grâce à l'usage des bois et des biosourcés, à la conception de logements collectifs bois, donc sujet également très prisé par les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, et enfin des thèmes aussi sur les ateliers équipes à définir en fonction de vos besoins et de vos problématiques. Nous proposons également dans le cadre de ces ateliers la possibilité de suivre des visites reportages donc à distance partout en France, donc sur des projets qui sont soit en phase chantier, soit livrés. Et puis enfin, la possibilité d'accéder à des événements en accès VIP, donc tout au long de l'année prochaine, qui du coup vous seront mis à disposition. Donc n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit directement sur le site cndb.org ou à venir nous voir du coup pour avoir un peu plus d'informations. Nos actualités, donc nous avons du coup le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de Jean-Marc Pogé, architecte expert construction bois au CNDB, qui cette année a coordonné, piloté 2 ouvrages techniques, donc à destination toujours de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Donc tout d'abord le BA bois construction bois isolant biosourcé, avec l'importance de pouvoir, d'une façon complémentaire, utiliser les structures bois et les isolants biosourcés qui viennent répondre du coup aux enjeux bas carbone et réduire l'empreinte carbone de tout bâtiment. Et puis enfin le logement collectif bois, qui est une série que nous avons initiée l'année dernière en partenariat avec l'INTEC, donc l'Union nationale des économistes de la construction, qui nous permet en fait de vous mettre à disposition des retours d'expérience chiffrés, argumentés de façon très claire sur des ouvrages de logement collectif
en France, afin de vous donner le maximum d'informations sur cette typologie de bâtiment et vous permettre à vous aussi de construire dans les meilleures conditions et peut-être de lever le frein sur le coût qui revient assez souvent. Enfin, donc, nous vous donnons rendez-vous donc, sur les différents outils du CNDB pour en savoir un peu plus. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'actualité de la filière forêt-bois française qui est riche. Donc, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, Facebook ou sur YouTube, où vous trouvez également en fait, tous les replays de nos webinaires, donc toujours autour de la construction bois ou de la réhabilitation. Et je laisse la parole à Amandine Perjot, responsable de la communication et coordinatrice du Club Oui au Bois. Merci à vous. Merci Sarah. Donc du coup, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le Club Oui au Bois. Donc on a un stand juste derrière, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez quelques questions. Donc pour vous présenter rapidement, qu'est-ce que le Club Oui au Bois ? Donc c'est un club qui a été créé par la filière forêt-bois il y a plus de 10 ans maintenant, qui regroupe près de 3500 membres. Donc on a uniquement des acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. On va retrouver aujourd'hui 3500 membres, donc on a particulièrement des architectes, des bureaux d'études, des promoteurs, des bailleurs et des métiers, voilà. J'en passe, en tout cas ils sont tous présentés ici. On rassemble en fait tout simplement les acteurs qui sont convaincus et qui ont envie de concevoir avec le matériau bois, autant dans les projets de construction, d'aménagement et de rénovation. Donc c'est un club qui est totalement gratuit. Concrètement, à quoi ça sert d'être membre du Club Oui au Bois ? Vous avez pas mal d'avantages. Les premiers, tout simplement, c'est d'être identifié comme un acteur qui sait construire et qui sait faire avec le matériau bois. Donc ça vous donne de la visibilité. Autre gros avantage, c'est de pouvoir participer gratuitement tout au long de l'année à une vingtaine d'événements. Donc on en fait de plusieurs formes différentes. On fait autant des visites d'opération que des visites de chantier, des webinars où le dernier par exemple on parlait de mixité des matériaux. On va aussi faire des after-work pour essayer de faire matcher entre guillemets tous nos membres du club qui partagent leur retour d'expérience et qui fassent aussi du business ensemble. Et autre gros avantage d'être membre du Club Oui au Bois aujourd'hui, c'est de pouvoir recevoir tous les 2 mois une newsletter qui vous informe de toutes les dernières actualités de la filière forêt-bois. Donc on vous remonte tous les derniers documents qui ont pu être créés. Donc par exemple les 2 qu'on a pu retrouver tout à l'heure. On vous partage aussi la réglementation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'on parle autant d'incendie que de la partie RE 2020. On vous remonte toutes ces informations-là dans la newsletter. Donc voilà pour le Club Oui au Bois. Vous avez juste à vous inscrire sur le site, donc clubouiaubois.com, et on vous invite également à nous rejoindre sur le groupe LinkedIn, qui est tout simplement l'espace réservé aux membres du club. C'est un espace où tout le monde peut poster un message si vous avez une question technique, si vous cherchez un partenaire ou autre, vous pouvez prendre possession de ce média-là. Donc, en tout cas, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir nos 3 intervenants pour parler du sujet bien plus d'actualité aujourd'hui. On parle notamment de RE 2020, on parle du bois et des biosourcés au service des constructions bas carbone. Donc, je laisse tout de suite la place à Jean-Marc Pogé, expert construction bois au CNDB. Merci Amandine. Eh bien, bonjour. Alors, je vais commencer en vous redonnant un petit peu le panorama actuel pour bien comprendre où nous sommes. D'abord, je trouve ma zapette, là. Voilà. Alors, notre panorama, on va lutter contre le réchauffement climatique, vous le savez, et puis on a un horizon, c'est à 2050 d'arriver à la neutralité carbone. Voilà l'essentiel. Chacun des pays décline quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir y arriver et donne des trajectoires suivant les grands secteurs. Alors, vous avez le transport, vous avez toutes les infrastructures, et puis vous avez la construction, bien évidemment. La courbe que vous avez ici vous donne la trajectoire qui a été calée par l'État, avec d'ailleurs une phase intermédiaire en 2030 où on devrait être à moins 49% par rapport à 2015. Il va falloir suivre cette trajectoire, c'est la direction. Alors sur ce petit schéma, vous avez en gris l'énergie qui a été nécessaire pour construire un bâtiment, et puis juste au-dessus, vous avez en jaune l'énergie liée à son utilisation. Alors quand on remonte à les constructions traditionnelles antérieures au XXe siècle, au XIXe, on construit avec des matériaux traditionnels, c'est la pierre, c'est le bois, donc pas trop d'énergie grise. Et puis on va se chauffer essentiellement avec du charbon et du bois, donc on va consommer de manière assez importante pour avoir un minimum de confort.
Quand on arrive au milieu du XXe siècle, eh bien on va disposer du pétrole. Donc ça va permettre d'utiliser très largement l'énergie pas chère. Et puis on va continuer à augmenter un petit peu le confort du bâtiment. Donc on va augmenter l'énergie grise. Et puis arrive le choc pétrolier. Alors évidemment, là, il va falloir diminuer maintenant cette fois-ci les consommations énergétiques. Et je vous ai mis sur la droite toute la série des réglementations thermiques qui sont intervenues. 74, 82, 2000, 2005, 2012. Pour toujours diminuer cette part, ce que vous voyez dans l'avant-dernier petit croquis, où finalement la part de la consommation d'usage a très largement diminué, mais en revanche, l'énergie pour la construction du bâtiment a augmenté. Ce qui se comprend, puisque désormais on a des murs plus isolés, on a des menuiseries plus importantes en double, triple vitrage, on met des doubles flux, des pompes à chaleur, etc. Donc l'enjeu de la RE 2020, c'est de continuer à diminuer encore un petit peu l'énergie d'usage, mais par contre de comprimer et de trouver un juste équilibre entre l'énergie d'usage et l'énergie de fabrication du bâtiment. Voilà un petit peu le décor. Ça va se traduire avec des indicateurs dans la réglementation, ce qu'on appelle le IC Construction en particulier, qui va caractériser le bilan carbone avec quelques dates de repère. On a un premier seuil en 2022, dès la mise en pratique de la réglementation. Et puis en seuil qui vont s'abaisser encore en 2025, 2028, pour arriver à un seuil encore plus bas en 2031. Voilà le décor. Et puis alors dans la réglementation 2020, il est stipulé que les isolants biosourcés ont une part à tenir. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, un composant biosourcé, c'est l'association du CO2 qui est dans l'atmosphère, que l'on va stocker, sous l'effet d'une énergie, c'est l'énergie lumineuse, celle du soleil, et on va la composer avec de l'eau, ce qui va donner un composé organique et redonner de l'oxygène. Si vous aimez la chimie, il y a la formule qui est indiquée. Et ça, c'est exactement ce qui permet de faire du bois. Alors le bois est intéressant parmi tous les composants végétaux, biosourcés, en ce sens où c'est le seul matériau qui est structurel. Tous les autres sont tout à fait intéressants, mais ils ne sont pas structurels et ils pourront être utilisés en revanche comme isolants. Alors on en vient bien sûr à la ressource. On utilise en construction essentiellement du résineux, et ça c'est assez abondant en Europe, on a ce qu'il faut. En France, on a une forêt qui est importante, qui est de l'ordre de 17 millions d'hectares et qui est en progression constante. Depuis les années 1830 à peu près. Pourquoi elle est en progression ? Parce qu'on a changé nos modes constructifs, on utilise moins le bois, parce qu'on l'utilise moins en termes d'énergie, et puis il y a aussi la déprise agricole qui fait qu'on a beaucoup replanté, et même parfois de manière assez naturelle, la forêt a pris le dessus sur les espaces cultivés. Donc on a une ressource qui est abondante. Et en parallèle de cette ressource abondante, avec le lancement de la RE 2020, la filière s'est mobilisée à travers un plan qui s'appelle Ambition Bois Construction 2030. S'étant engagé sur 10 points pour développer cette filière, sur la formation, l'emploi, mobiliser les volumes disponibles pour construire en bois, investir dans la recherche et le développement, développer l'offre en bois français, soutenir l'économie des territoires, favoriser la mixité des matériaux, planter, replanter, indispensable, réduire les coûts et recycler le bois en fin de vie. Voilà 10 engagements qui sont lancés. Et hier, on faisait un petit point d'ailleurs sur certains appels à projets lancés par l'État, et on a déjà des réponses sur des industriels pour faire du CLT, pour faire du hors-site. Voilà, ça commence à bouger. Alors je vais vous balayer un petit peu rapidement les modes constructifs pour ceux qui sont peu habitués à la construction bois. Le principal, c'est ce qu'on appelle la construction bois. C'est un dispositif dans lequel on a des éléments de petite section qui sont stabilisés avec un panneau de contreventement, et on va trouver l'isolant à travers ces panneaux. On utilise du bois massif, des bois aboutés, de l'OSB, des panneaux de contreplaqué. Et ce système constructif est couvert par un DTU, le DTU 31.2, qui a été mis à jour en 2019. Et cette mise à jour permet désormais de faire des ouvrages jusqu'à 28 mètres de hauteur. Alors on a différents exemples. Alors j'ai un excellent exemple dont l'architecte est à côté de moi d'ailleurs. C'est une opération qui est à Montreuil, un ensemble de logements où on a pu monter jusqu'à 5 niveaux. C'est un petit peu la limite d'ailleurs dans ce type de construction, parce qu'après on rencontre des problèmes de tassement, voire des problèmes en zone sismique de stabilité qui peuvent se poser. On gagne un temps important. On est de l'ordre d'un étage monté par semaine. C'est un ratio qu'on retrouve très souvent sur les opérations d'ailleurs. Et là on a un volume de bois embarqué qui est de 350 mètres cubes. L'autre dispositif qui est moins fréquent mais qui monte un petit peu en puissance, c'est le dispositif dit en CLT, c'est-à-dire composé de panneaux de bois, de lames de bois croisées, collées,
qui vont assurer la... Je ne sais pas si on peut montrer avec ça. Non, ça ne marche pas. Qui vont assurer l'aspect structurel et sur lequel on va rajouter ensuite l'isolation extérieure et le bardage. Ce n'est pas une technique traditionnelle, c'est-à-dire qu'il faudra disposer d'un avis technique, d'un produit couvert par un avis technique. Alors voilà quelques photos sur le principe de fabrication. Vous avez toutes ces planches de bois qui sont alignées, qui sont mises en place, sur lesquelles ensuite on va ensuite enduire de colle. Ah, il se passe quelque chose là. Une fois le premier lit de planche encollé, eh bien on va ramener un deuxième lit de planche que l'on va remettre à 90 degrés dessus et puis ensuite on va presser l'ensemble pour arriver à un panneau. Tous les panneaux sont prédécoupés sur le site de production, ce qui impose évidemment un travail préalable important. Alors voilà un exemple de réalisation assez récente. Vous avez la réalisation Altea qui a été réalisée par Dream Architect. On est entièrement en CLT. Le bois reste apparent partiellement. Vous avez des panneaux à l'intérieur du logement qui sont apparents et le plafond au niveau du dernier étage. Pour optimiser la matière, d'ailleurs, dans cette opération, le CLT qui avait été découpé pour faire les ouvertures a été réutilisé au niveau des balcons dans les sous-faces que vous apercevez sur la photo. Alors ça permet également le CLT de faire des architectures un petit peu particulières, hein, comme le centre culturel d'Almer, qui permet de faire des grands porte-à-faux ou des systèmes de coques. Voir la chapelle Saint-Loup que vous apercevez sur la photo du milieu, sur laquelle les architectes se sont inspirés de l'origami pour assurer la stabilité. Et puis bien sûr, tout ça vient se compléter avec le système poteau-poutre, qui généralement travaille en même temps que l'ossature et le CLT qui vient le compléter. Voilà un exemple. Les bâtiments de Air Liquide, par exemple, réalisés avec un système poteau-poutre, finalisé avec une ossature bois au niveau de l'enveloppe. Alors dans la pratique, on a différents systèmes, mais ce qu'il va falloir, c'est pour optimiser le projet, pour qu'il soit le plus performant, et l'optimiser financièrement en particulier, il va vraiment falloir choisir la bonne composition et souvent mixer les types de constructifs. Dans cette opération sur Paris, qui va initialement être réalisée en CLT, il y a une variante qui a été proposée dans laquelle vous avez des planchers qui sont réalisés avec des bois, des planchers avec des lames linéaires assemblées, ce qui permet de gagner un petit peu de matière puisqu'on travaille uniquement dans le sens du fil du bois. Et les façades initialement en CLT ont été remplacées avec de l'ossature. Donc tout ça a permis de baisser le prix et d'avoir une optimisation. Petit détail également sur les opérations que je vous ai montrées. Finalement, on peut avoir du bois, mais très souvent, on a d'autres possibilités que le bois. On peut avoir des enduits. Ici, vous avez un panneau Ventec qui est ventilé sur lequel vous avez de la brique qui a été rajoutée. Et puis là, je vais parler des systèmes bois, mais bien évidemment, il y a la mixité bois-béton qui est extrêmement intéressante. Alors, le système le plus habituel, c'est un dispositif dans lequel on a une ossature poteau-poutre béton autostable, sur laquelle on va venir ensuite rajouter une enveloppe bois. Ça se fait très généralement avec des fobs qu'on appelle filantes, c'est-à-dire qu'ils vont passer devant la structure. Et dans certains cas, on peut les mettre entre les dalles, mais ce n'est pas souvent la solution qui est retenue, car un peu plus complexe à gérer. Elle est désormais couverte par un DTU 31.4. Alors c'est une solution qui est assez intéressante. D'abord, elle amène une contribution à un bâtiment qui initialement serait en béton, à une contribution au label bas carbone. On a un bonus en zone sismique parce qu'on va alléger le bâtiment. En zone sismique, c'est tout à fait précieux. Important, on va gagner de la surface intérieure, car finalement, par rapport à un système béton sur lequel vous avez une structure et vous rajoutez l'isolant est dans l'enveloppe. Donc on va gagner à peu près 10 cm sur la périphérie du bâtiment. Sur une vingtaine de logements, c'est un petit logement qui peut être gagné. Bonne performance thermique et une solution qui au final est sensiblement le même qu'au prix d'une solution tout béton. C'est plutôt le choix de la vêture qui fera vraiment la différence. Alors on peut aller plus loin quand même dans le bois, mais là on va garder du béton, ça va souvent être pour un noyau central. Vous avez sur la première photo le cas assez typique dans lequel vous avez les circulations, les ascenseurs qui vont être centralisés dans le béton. Et puis ce béton va également servir au contreventement du bâtiment. On peut également élargir ce noyau béton aux pièces humides. Ça peut être assez intéressant. On va trouver donc cuisine, salle de bain, etc. Ce qui permet d'avoir une meilleure sécurité au niveau des infiltrations d'eau éventuelles. Au milieu, vous avez la résidence étudiante de R+18 qui a été livrée à Vancouver, par exemple, dans lequel vous avez un système bois autour d'un noyau béton. Et là, les problèmes de tassement que l'on peut trouver généralement entre le bois et le béton ont été gérés grâce à une interface métallique que vous apercevez dans le petit croquis,
qui va empêcher qu'un élément linéaire en bois soit tassé. Le contreventement est intéressant, il peut arriver par contre à ses limites sur l'opération que vous voyez sur la droite. Ce sont les logements passifs à Grenoble, c'est le hautbois. Initialement, qui avait été prévu avec l'utilisation du noyau béton pour le contreventement. Et en fait, quand on est en zone sismique élevée, on est en 4 sur 5, le fonctionnement sismique du bois et du béton est tellement différent qu'on ne peut plus s'appuyer au contreventement sur le béton. Ça ne fonctionne plus. Et sur la petite photo de droite, d'ailleurs, vous voyez que le bâtiment en bois est décalé de l'ordre de 20 cm par rapport au bâtiment béton, pour gérer les mouvements des deux bâtiments. Alors les alternatives, il y en a plusieurs. Vous avez, si on part du bâtiment béton tout en haut, vous avez la possibilité en dessous d'avoir une façade bois. Vous avez la possibilité d'avoir une façade bois avec ensuite peut-être un duplex qui fait attique en partie supérieure. Vous pouvez garder la partie béton et avoir que le duplex en partie supérieure bois. Et puis après, on peut aller plus loin avec une base béton et une construction complètement en bois au-dessus, qu'elle soit en construction de bois ou CLT. Et puis bien sûr, tout le reste, toutes les grandes structures pour les grands ouvrages. Donc voilà pour le panorama que je pouvais vous faire en termes d'introduction sur la construction bois avant l'intervention de professionnels. Virginie. Merci, je vais prendre le relais. Il faut que je prenne... bonjour, donc je suis architecte au sein de l'agence d'architecture de la RATP. Je vais vous exposer un petit peu l'histoire du bois à la RATP, qui est une histoire qui est assez récente, avec les différentes problématiques qu'on peut avoir sur les espaces voyageurs, ensuite tout ce qui est ateliers et autres lieux techniques. Ce qui a boosté l'acceptation du bois dans nos projets qui sont des problèmes de surélévation de bâtiments. Et après, je vous montrerai des petits locaux qu'on dispatche un petit peu partout dans la ville. Donc, pour reprendre un petit peu l'histoire, au départ du métro, qui ne s'appelait pas encore la RATP, il y avait du bois dans les wagons, puisque les wagons étaient en bois, et il y avait du bois dans les escaliers mécaniques, les tout premiers escaliers mécaniques, qui étaient un système avec des marches en bois. Les deux ont créé des incendies assez catastrophiques. Il y a eu un énorme incendie en 1903 sur un train qui a fait pas mal de morts. Il y a eu aussi des incendies sur les escaliers mécaniques bois. Et donc le bois a été banni de tous les espaces métro pendant des années et des années, voire des siècles presque, au moins un. Quand il y a eu tous les projets sur le RER dans les années 70 à 80, sur les nouvelles stations de RER, il y a un petit peu de bois qui a été réintroduit dans les espaces en superstructure, les zones d'accueil, mais en décoration, un peu sur les murs, sur des rampes. Voilà, ça a été assez ponctuel et relativement vite abandonné. Et le dernier vestige qu'on a gardé depuis la création, c'est des faux plafonds dans les stations du métro aérien qui ont été conservés le plus possible dans leur état d'origine pour la qualité du patrimoine. Et on a donc gardé depuis toujours ce voligeage en bois dans les escaliers et dans les stations aériennes, uniquement aériennes bien sûr. Donc plus récemment, pour parler de l'histoire contemporaine, on a beaucoup poussé au niveau architectural à essayer de mettre du bois dans les zones où on pouvait en mettre, c'est-à-dire uniquement pour les zones en surface. Et heureusement, de plus en plus soutenu par les municipalités, par les architectes des bâtiments de France, pour que les choses s'intègrent un petit peu mieux dans les villes et puis soient un peu plus contemporains et porteurs. Donc le plus bel exemple qu'on a actuellement des réalisations, c'est la gare de Vincennes du RER A qui a été entièrement réaménagée, réorientée et qui a proposé donc tout un système d'ombrières et de toitures en bois. À l'origine du projet, les grandes arches devaient être aussi en lamellé-collé. Et puis pour des problèmes de rayons, de mise en œuvre, ça s'est passé en métal. Mais par contre, toute l'ombrière a été conservée en bois. Et pour faire écho à ces ombrières,
on s'est servi aussi du bois pour faire des toitures, enfin pour faire l'habillage de toitures sur des commerces ou sur tous les parcs à vélo qui entourent la gare. La déclinaison de l'accès principal a été mise aussi sur les accès secondaires. Et dans ces zones-là, on a mis du bois pré-saturé gris parce que il y avait beaucoup de frilosité sur le vieillissement et sur le temps que ça pouvait prendre. Et voilà, ça c'est l'exemple le plus développé de ce qu'on a pu faire dans l'intégration du bois dans nos espaces voyageurs. Voilà, ça c'est d'autres photos. Et là aussi où on arrive à maintenant faire accepter le bois par notre maîtrise d'ouvrage et par nos mainteneurs, c'est dans les traitements des faux plafonds, toujours dans les espaces au-dessus du niveau du sol, puisque dès qu'on part en souterrain, le bois est complètement banni pour des problèmes de sécurité incendie. On ne peut plus du tout en retrouver dans nos espaces. Alors l'autre grand lieu où on a pu commencer à utiliser du bois, c'est sur les ateliers de maintenance et autres locaux comme ça professionnels internes à la RATP. Et le projet qui a vraiment lancé et fait accepter cette première utilisation du bois, c'est un atelier de maintenance qui est à Beson pour le tramway T2. Où il y a eu des bagarres de communes parce que personne ne voulait trop accueillir l'atelier parce qu'il ne voulait pas d'architecture industrielle. Et on a été mis au défi de faire un atelier qui ne ressemblait surtout pas à un atelier et qui allait se mettre dans l'environnement entièrement nouveau, puisque c'était une grande ZAC qui devait être construite, de logements, de tertiaires, d'écoles. Et du coup, il a fallu qu'on casse un peu tous nos codes de construction des ateliers. Et donc, on a proposé là des mélanges de matériaux à l'extérieur en parement bois et zinc. Et on a pu également en mettre à l'intérieur en structure. Parce que, alors, on a deux types d'ateliers. Alors, je rentre un peu dans la technique, mais c'est lié à la surface qui rendent les bâtiments ICPE ou pas, c'est-à-dire avec un risque pour l'environnement autour, d'un point de vue sécurité. Et donc, il n'y a que les ateliers tramway qui nous permettent de pouvoir utiliser du bois en structure, parce qu'ils ne rentrent pas dans la réglementation ICPE. Pour les ateliers métro et RER, on est au-delà de la surface, et donc là, on ne peut plus mettre de bois comme structure à l'intérieur des ateliers. Mais donc, à cet atelier de Beson, qui s'appelle la Marine, on a pu faire tout le système de prise de lumière de l'atelier, des sheds, en bois, et différents auvents, brise-soleil, garde-corps. Et de toute façon, l'ensemble de l'atelier avait vraiment été un peu un prototype de ce qu'on pouvait faire d'un point de vue environnemental. On a testé pas mal de systèmes, de panneaux solaires, de puits canadiens, de murs trombes. Et ça a été vraiment le premier élan d'atelier qu'on a pu commencer à étudier dans cette optique-là. Un deuxième exemple, c'est l'atelier de Vélizy, pareil pour le tramway, où là, ça a été un petit peu plus loin même dans la démarche, puisque tout l'ensemble de la structure de l'atelier, de la partie centrale de l'atelier, est en lamellé collé, avec un jeu de vagues qui permet justement d'avoir les prises de lumière en toiture. Et toute cette structure-là est en bois. Donc le projet d'avance est terminé en 2012. Donc il avait commencé les études dans les années 2004-2005, parce que c'est toujours un petit peu long. Et du coup, ça a mis un petit peu de dynamique. Et maintenant, ça s'est vraiment rentré dans les habitudes d'introduire du bois dans ces espaces-là. Pour les ateliers de maintenance qui ont la réglementation ICPE, donc on ne peut pas du tout mettre de bois dans la partie réellement atelier. Mais par contre, on propose de faire des structures pour les parties extérieures. Et donc ça, c'est un atelier qui est en cours de chantier sur le prolongement de la ligne 11, où on a pu faire toute la partie remisage des trains, donc garage des trains, où il était demandé de faire de l'ombre sur les trains pour pas qu'ils soient surchauffés quand ils sont remis dans le réseau.
mais ou pour des problèmes de perméabilité de sol et tout, on voulait que la pluie puisse quand même rentrer dans ces espaces-là pour diminuer la zone imperméable de sol. Et donc là, on a proposé toute une ombrière en structure bois. Et au départ du projet, les écailles de l'ombrière devaient également être en bois. Et voilà, pour différentes raisons techniques, budgétaires et tout, on est passé en trespas. Mais voilà, il y a toute une longueur de structure bois. Et puis là, à nouveau, dans les espaces de bureaux qui sont donc indépendantes mais accolées à l'atelier, où on en propose pour les traitements acoustiques des murs et pour les traitements des faux plafonds. Alors là où on a commencé à vraiment pouvoir faire accepter le bois, il y a eu plusieurs projets. Donc le premier qui est un projet plus ancien, une recherche de surface nouvelle pour des locaux et d'utiliser soit en surélévation de bâtiments existants, soit dans le cas là par exemple des Baconnais où au-dessus de la gare il y avait tout des étages d'exploitation. Et il fallait agrandir pour faire un centre de formation pour les conducteurs du RER. Et il était proposé de venir utiliser des terrasses avec une préstructure en béton et de venir fermer ces espaces-là pour faire une extension pour ce centre de formation. Et il s'est avéré que si on faisait ça d'une façon traditionnelle, en tout cas chez nous, de refaire des murs en béton, de refaire des toitures terrasses béton, on avait un problème de surpoids sur le bâtiment. Et donc une obligation de faire des reprises en fondation, enfin des choses qui rendaient le coût du bâtiment beaucoup trop important. Et donc il a été envisagé de faire toute cette extension en bois, aussi bien le remplissage pour faire les façades, les murs, que la surélévation et des prises de lumière en toiture. Donc ça a été le premier exemple qui s'est terminé donc en 2016. Et on voit tout le travail qui a été fait dans cette structure béton existante pour venir clore et permettre l'extension de ce système. C'est un système qui a très bien fonctionné, qui économiquement a été assez intéressant, avec un chantier qui s'est bien passé. Et du coup, c'est pareil, ça a été le projet qui a permis de pouvoir un petit peu valider cette solution. Et porter cette idée-là. Et donc là, justement, alors ça c'est encore en phase d'étude, mais on avait ce même problème d'extension pour le prolongement du tramway T1, qui a actuellement un poste de commandement dans un bâtiment qui existe, à Bobigny, et il fallait agrandir ce poste de commandement. On ne pouvait pas l'agrandir en surface au sol parce qu'il y a les voies, comme vous voyez, il y a les voies d'un côté, un parking de l'autre, une route. Et donc la possibilité qui avait été envisagée, c'était sur le bâtiment qui existe, où il y a un premier étage uniquement en partie centrale et 2 terrasses latérales, de venir faire une extension de ce bâtiment. Et de la même façon, le bâtiment, les fondations du bâtiment ne pouvaient pas porter une extension en béton. On ne pouvait pas faire un ouvrage pont parce qu'on a les équipements ferroviaires qui étaient beaucoup trop proches pour pouvoir revenir faire des fondations. Et du coup, la solution bois a été validée et adoptée. Et donc, sur toute une partie des terrasses, a été fait l'étude. Alors, on espère que la réalisation sera aussi réussie. Mais on a prévu de refaire toute une structure bois, entièrement bois, plancher, façade, toiture, au-dessus de cette terrasse et un bloc de circulation avec ascenseur et escalier dans une structure bois, excepté l'ascenseur qui est dans un bloc béton, à côté de ça pour accéder à ce nouveau centre de commandement. Et alors on ne voit pas parce que j'ai qu'une image, mais on a fait toute une étude aussi sur l'ensoleillement. Là c'est la façade nord, donc il n'y a pas de protection sur les ouvertures, mais sur les autres façades on a des protections solaires
les fenêtres. Et pareil sur l'orientation des panneaux de bois dans l'ascenseur et dans l'escalier pour éviter les problèmes de surchauffe. Donc ça, c'est en projet, ça va bientôt commencer à être construit. Donc on espère aussi que ça sera... Là, bizarrement, à Bobigny, ça a été plus difficile de faire passer du bois parce que la municipalité n'était pas très partisane de ça. Mais voilà, comme c'était... Et donc ça, c'est des petits exemples aussi de ce que le bois nous permet de faire, parce que dans nos lignes, principalement de tramway, on a besoin de petits locaux techniques qui s'appellent des postes de redressement, c'est des postes électriques, et qui obligent à parsemer comme ça dans la ville des petits blocs très fermés, parce que c'est que technique, c'est que des armoires. Et donc forcément, les municipalités sont assez réticentes à venir mettre ce genre de petits édicules. Et le fait de proposer, donc là par contre c'est tout béton, c'est que de l'habillage, mais le fait de proposer un habillage bois avec un jeu sur les bardages, nous a permis de faire beaucoup mieux accepter l'installation de ces équipements techniques en fait sur le long des lignes. Et voilà, donc je passe la parole. Oui, pardon, vous avez votre micro, c'est ça qu'il faut que je passe. Merci. Au revoir. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 15 minutes, donc je vais essayer d'aller un petit peu vite. Donc bonjour, donc Stéphane Cochet à 003 Architecte. Je vais vous présenter, je vais plutôt aborder la question des coûts des opérations bois à travers cette présentation, pardon. Je ne vais pas revenir donc sur les différents systèmes constructifs qu'on peut trouver en construction bois, puisqu'elles ont été présentées par Jean-Marc. Nous, on va sur les 3 opérations que je vais présenter, c'est principalement des constructions en ossature bois, qui vont de R+2 à R+5 maximum, c'est-à-dire 2e famille collectif à 3e famille A. Donc très très rapidement, quand on est sur de l'opérationnel en logement, je vais parler que de logement, pas d'équipement, au niveau de la programmation, il faut essayer d'avoir des programmations assez simples, pas avoir des T1B, des T1A, des T1BB, etc. Plutôt être sur des choses assez simples. Plus on sera rationnel dans la programmation d'ouvrages bois, plus on essaiera de plomber les murs. Parce que dès qu'on essaye d'avoir des décalages, souvent c'est ce qui coûte très cher. Donc quand on peut essayer de rester sur des typologies assez répétitives, voire qui peuvent s'assembler, on optimise les coûts de la construction. Ensuite, il y a la question de la passation des marchés. Est-ce qu'on est en loi MOP, c'est-à-dire plutôt traditionnel? Est-ce qu'on va être en conception-réalisation? Est-ce qu'on va être plutôt en entreprise générale, en macro-lot ou encore d'état séparés? Donc ça dépend un peu des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des bailleurs. Nous, en général, on propose plutôt de rester en loi MOP, avec une bonne équipe de maîtrise d'œuvre, puisque ça permet d'avoir un vrai travail en fait avec la maîtrise d'ouvrage et d'essayer de lancer les appels d'offres plutôt en macro-lot, en donnant au lot structure bois un lot clos couvert, de manière à ce qu'il puisse pousser le plus loin possible la préfabrication, c'est-à-dire intégrer la structure bois, les menuiseries extérieures, les revêtements extérieurs de bardage ou d'enduit, et jusqu'à l'étanchéité, ce qui permet de limiter les interfaces et surtout d'assurer une très bonne mise en œuvre de qualité, puisque quand on fait appel à beaucoup d'entreprises qui vont intervenir type corps d'état séparé avec des sous-traitants de 2e, de 3e rang, etc., on peut vite aller au sinistre. Et voilà, le bois, c'est un matériau qui est très précis, qui demande des grandes précisions. Et en mise en œuvre, il ne faut pas qu'il prenne l'eau, il faut faire attention au potentiel départ de feu dès qu'on fait des étanchéités, par exemple. Donc nous, vraiment, on préconise le macro-lot de manière à essayer de garantir une qualité de mise en œuvre optimum. Donc il faut une entreprise de maîtrise d'œuvre qui soit compétente, avec un bureau d'études structure bois spécialisé et pas un bureau d'études généraliste comme on le voit trop souvent, un acousticien qui est également spécialisé en construction bois. Donc aujourd'hui, il faut savoir que au niveau acoustique, le référentiel Qualitel intègre les solutions acoustiques certifiées en construction bois. Un contrôleur technique qui soit lui-même formé au bois, c'est important parce que sinon on perd du temps, on peut avoir des contre-exemples, enfin ça peut compliquer un projet si on a des contrôleurs techniques qui ne sont pas formés à la construction bois.
essayer de rester dans les techniques courantes, hein, comme on l'a vu, ou sous avis technique. Donc aujourd'hui, il y a tout à fait on a tous les outils, hein, pour construire du 3e famille, voire du 4e famille, avec des avis techniques, en étant dans les DTU. Essayer d'être sur des conceptions rationnelles et structurelles, et essayer d'avoir aussi des plannings chantiers qui sont sécurisés. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il faut avoir en tête une construction bois, c'est pas une construction en béton, c'est pas des toupies qui arrivent, qui vont se charger à la centrale à béton qui se trouve à 20 km. Quand on lance une construction bois, derrière c'est une usine qui travaille, qui va préfabriquer des murs, qui va avoir des problématiques de stockage de ces murs. Et donc il faut garantir pour l'entreprise bois qu'une fois que les murs, que la préfabrication est lancée, qu'on puisse livrer sur le chantier. Un arrêt de chantier, typiquement, alors que la chaîne de production est lancée, ça peut coûter très cher à une entreprise bois parce qu'il y a des problématiques de stockage, et on sait encore d'autant plus qu'en Ile-de-France, les aires de stockage sont chères. Donc c'est important de sécuriser la production en amont du chantier, et ça permet aussi de baisser les coûts, puisque des fois on prend des marges de sécurité parce qu'on sait qu'il peut y avoir des arrêts de chantier, parce qu'il y a des concessionnaires, parce que voilà. Donc là, les 3 présentations qu'on va vous faire, il y a du social, il y a de l'accession sociale, donc il n'y a pas de promotion immobilière. Il y a du centre-ville, du périurbain et du projet de renouvellement urbain, de la loi MOP et de la conception-réalisation. Tout est en ossature bois. Et ce qu'on tient à préciser ici, c'est dès lors qu'on construction, donc c'est des constructions 100% bois. Dès lors qu'on est sur de la construction bois, on est forcément sur, on est très facilement sur de la performance énergétique. Et de la performance bas carbone. Donc vous verrez que tous ces projets sont des projets qui atteignent des niveaux de performance très très élevés. Donc l'opération Bois debout, donc c'est une opération qu'on a livrée en 2016. Donc aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des retours d'expérience, que ce soit de la part des maîtres d'ouvrage, des équipes de gestion, etc. C'est 17 logements, c'est un bâtiment de 6 niveaux, certifié Passive House, qui a le label BBCA, les Green Award Solutions. Qui est entièrement en ossature bois. La cage d'ascenseur est elle-même en CLT, donc c'est un chantier entièrement en filière sèche, et le clos couvert a été réalisé en 8 semaines. Vous voyez ici le levage des murs, donc des installations de chantier très très limitées. En milieu urbain dense, hein, on est juste derrière le marché de Montreuil, donc très peu d'emprise d'installation de chantier. Vous voyez ici la modélisation 3D de l'ossature bois et la cage d'ascenseur en CLT. Donc c'est un bâtiment en 3e famille. Donc c'est beaucoup de petits logements, hein. On a une surface chab moyenne de 50 mètres carrés. Un petit terrain, on avait 350 mètres carrés d'emprise au sol. Donc c'est un bâtiment BBCA performant qui est certifié passif. Il n'y a plus de radiateurs dans les logements. On est en triple vitrage. Un bâtiment qui a fait partie de l'expérimentation E+C- avec un E2C1, c'est-à-dire qu'on atteint un CEP de 50 kWh sans recours à des énergies renouvelables. C'est pour ça qu'on n'est que E2 et C1. Et C1 aussi parce qu'on est alimenté en gaz, c'est-à-dire que les 17 logements sont alimentés par une petite chaudière gaz de 20 kW qui est centralisée, qui alimente les 17 logements en chauffage et en eau chaude sanitaire. Hein, une chaudière de 20 kW, c'est ce qui alimente normalement un logement. Et on est en ventilation double flux, la double flux étant centralisée. Il n'y a pas d'intervention à prévoir à l'intérieur des logements. Donc c'est une opération hors démolition, puisqu'on était sur une opération en RHI en milieu urbain. Hors démolition et adaptation du terrain, c'est une opération qui est sortie à 2000 € du mètre carré chab, donc en valeur 2014, donc avec des niveaux de performance énergétique, comme je l'ai dit, qui sont très très élevés. Hein. L'autre opération, donc c'est une opération qu'on a livrée là pour l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée avec Expansiel Promotion. C'est 58 logements, donc il y a 10 logements individuels et 48 logements collectif en AR+2. Donc là, on était en conception-réalisation avec Méa Charpente en entreprise TCE. On est 2 architectes associés sur cette opération A003 et M-Cube Architecte. Vous voyez ici des images de l'opération, donc avec des finitions enduits sur l'espace public, des toitures blanches en tuiles blanches cool roof.
puisque là, il y a aussi des réflexions sur la question d'îlots de chaleur urbain et de confort d'été assez poussé. Vous voyez ici des images. Donc, c'est une opération qui a fait partie, pareil, de l'expérimentation plus c'est moins. C'est un projet qui est E3C2. C'est la seule opération en France E3C2 avec du gaz. Donc là, c'est pareil, on est sur des bâtiments passifs à hausse avec du triple vitrage, de la ventilation double flux. Là, pour le coup, on a des panneaux solaires. On a 70 kW crête de production de panneaux solaires en énergie. On est en triple vitrage, plus de radiateurs dans les logements. Donc vous voyez ici quelques images du projet, donc avec les toitures cool roof en tuiles blanches. Donc voilà, on est sur des BBio de moins 76%, sur un label bâtiment biosourcé niveau 3. On est sur un CEP moyen compris production photovoltaïque de 25 kWh par mètre carré an. Donc là, c'est pareil, on a une très grande parcelle de 7845 mètres carrés. Et avec toute une démarche bas carbone, parking semi-enterré, très peu. Donc là, c'est entièrement de l'ossature bois également, des cages d'ascenseur en CLT, un travail par exemple sur, on a stabilisé les terres VRD à la chaux, donc pas d'apport de graves, etc. Donc toute une réflexion assez poussée sur le bas carbone. On est, pour vous donner un ordre d'idée sur l'IC construction, à l'époque on parlait plutôt de PC, on est à 455 kg équivalent CO2 SDP. Il faut savoir qu'en 2031, la valeur, c'est 450, je crois. Hein. Donc on est déjà en 2030, si vous voulez, sans avoir appliqué les ACV dynamiques et sans avoir ramené à la CHAB le projet. Donc, et c'est un bâtiment qui est souvent présenté un peu comme préfigurant la RE 2020, mais on est déjà bien au-delà de 2040, on va dire. Et là, c'est une opération qui est donc sortie hors VRD à 1835 € hors taxe du mètre carré CHAB. Pour 3697 mètres carrés CHAB construites. Et enfin, donc la dernière opération sur laquelle on est en train de travailler, donc c'est un projet qui avait été lancé initialement en conception-réalisation, qu'on avait remporté, qui a finalement été relancé en loi MOP. Donc là, c'est dans une résidence de 650 logements à Ozoir-la-Ferrière, dans le 77. Donc il y a 2 bâtiments à R+2 en deuxième famille collectif et un bâtiment que vous voyez là en façade métal en troisième famille à R+4. Donc à chaque fois, quand on utilise du bardage bois, il est effectivement pré-grisaillé avec des saturateurs pour éviter les vieillissements aléatoires, enfin l'oxydation naturelle aléatoire du bois. Et là, par rapport aux dernières réglementations IT 249, du coup, on est passé sur du bardage métallique, ce qui évite d'avoir des déflecteurs trop importants au niveau architectural. Donc là, c'est un projet qui est en cours d'étude. Pareil, hein, on est sur des cages d'ascenseurs en CLT, on est sur des structures en ossature bois. Alors pourquoi ossature bois ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la technique la moins chère, la plus partagée par les charpentiers. C'est là où on peut avoir le plus de concurrence et c'est là où on peut pousser le plus loin la préfabrication en atelier. Donc nous, on est plutôt à privilégier l'ossature bois, sauf quand vraiment on ne peut pas faire autrement. En plus, il y a une économie de matière qui est quand même très intéressante. Donc là, c'est pareil, on est sur des petits logements. C'est une résidence intergénérationnelle, donc plutôt sur une surface moyenne de 44 mètres carrés. On est sur du T1 et des T2. Là, c'est pareil, on vise un BBCA, donc à labellisation BBCA, Passif House. On avait fait 2 variantes demandées par la maîtrise d'ouvrage. Donc finalement, on reste sur du Passif House avec du double flux, triple vitrage, plus de radiateurs également à l'intérieur des logements. On n'a pas de parking en terrain. Toutes les opérations que je vous ai montrées, sauf la deuxième où on est en semi-enterré, là, il n'y a pas de parking enterré. Et on est sur des niveaux E3C2. Donc là, le coût de sortie, donc ça c'était avant l'augmentation des prix. Aujourd'hui, on est plutôt dans les dernières estimations à 2100-2200 € du mètre carré CHAB. Voilà, sachant qu'on a beaucoup de petits logements, on a pas mal de locaux à rez-de-chaussée, des locaux d'activité, et pareil, on a des aménagements extérieurs assez conséquents à prévoir. Enfin, je voudrais qu'on... Voilà, là, on est sur des bâtiments tout bois, donc ça suppose quand même des compétences assez pointues. Donc, une des solutions aujourd'hui assez faciles et qui ne font pas la révolution constructive, et nous, on pousse beaucoup sur ces solutions-là, c'est les façades rapportées sur structure bois. Et là, on vous a fait un comparatif entre des façades ossature bois à équivalence thermique
acoustique, feu équivalentes. Donc les bilans carbone que vous voyez là intègrent les BA13, enfin les BA18 dont on a besoin pour être sur des REI 60, des performances thermiques importantes qui permettent d'atteindre des BBio de moins 30, moins 50%. Donc là, vous voyez sur un panneau, une façade ossature bois, on atteint un bilan carbone. Donc là, c'est hors ACV dynamique. Si je devais intégrer l'ACV dynamique, là, j'enlèverais encore 56% par rapport à ce niveau-là. Donc on est à 30 kg. Là où sur une façade en voile béton armé enfin kilo CO2, on va être à performance équivalente. Déjà sur des épaisseurs, vous voyez, on passe d'une épaisseur de 35 cm en bois à plutôt, quand on est avec des ITE en béton, à plus de 10 cm supplémentaires. Surtout, on a des poids, vous voyez, en poids matière, on est sur une façade à 70 kg en bois, là où on passe à 444 kg en béton. Donc l'impact sur les fondations, l'impact sur la mise en œuvre est beaucoup plus importante. Et le bilan au carbone, vous voyez, par rapport à une solution soit ITI avec polyuréthane intérieur, soit ITE avec plus l'érupteur, soit ITE compris ITI, on est 3 fois moins émetteur en façade. Par contre, dès lors qu'on commence à passer, et on est sur des coûts à peu près équivalents en fait entre ossature et façade béton. Sachant qu'on peut livrer des façades finies d'usine avec les menuiseries intégrées, l'isolant intérieur, et du coup ne plus avoir besoin d'avoir des échafaudages. Donc ce coût-là ne prend pas en compte ce coût-là, plus la rapidité de mise en œuvre. Par contre, sur les planchers, on voit que c'est plus... Enfin, l'écart, déjà les coûts, on est 2 fois plus cher en bois. L'écart le poids, il reste toujours très impactant, donc ça peut avoir du sens quand on va rechercher, par exemple, nous on a fait des projets où en passant en bois, on évitait les fondations profondes, par exemple. Donc il peut y avoir des logiques comme ça intéressantes. Après, on voit que l'écart sur le bilan carbone est moindre. Bon, après, on n'a pas mis de chape acoustique sur le béton. Si on mettait des chapes acoustiques sur le béton, il faudrait rajouter 30 kg CO2 par mètre carré. Donc là, l'écart pourrait commencer à se creuser. Donc voici des solutions. Donc, alors, par contre, ça veut dire que si on passe sur des structures poteaux-dalles, par exemple, ou poteaux-poutres, il faut rajouter 30 € parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de construire les logements comme ça. On est les seuls en Europe à construire des bâtiments avec des façades en béton porteuse ou en refend porteur. Tous les autres pays d'Europe ne travaillent pas comme ça. Donc, par contre, on sait le faire, par exemple, pour le tertiaire. Mais quand on passe sur des techniques comme ça qui sortent de la technique, on va dire, normalisée française, il faut rajouter environ 30 € du mètre carré chab sur du poteau-poutre par rapport à du voile béton armé. Donc aujourd'hui, c'est totalement couvert par le DTU 31.4. Donc aujourd'hui, c'est une solution qui nous semble très intéressante, qui vous permet facilement d'atteindre des niveaux labels bâtiments biosourcés niveau 2 à 3 et de répondre entièrement à la RE 2020 en étant sur des coûts tout à fait compétitifs par rapport à une solution tout béton. Voilà, donc là, il y a tous les intérêts de passer sur de la façade rapport et bois. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a une question en particulier. Dans tous les cas, n'hésitez pas à suivre du coup le CNDB et aussi le Club Houillé Bois pour être informé justement au quotidien sur les évolutions et les atouts du matériau bois dans la construction, rénovation ou aménagement. Donc, on est joignable sur les réseaux sociaux, mais également sur nos sites et newsletters. Donc, je vous rappelle le CNDB et le Club Houillé Bois pour être informé sur le bois. Merci beaucoup à tous.